Merci de nous recevoir chez vous, Merci à vous. Bonjour. à Kiev. C'est ici que vous travaillez? Oui, c'est mon bureau où je travaille depuis 1993-94. Dans votre journal d'une invasion, la première phrase de la préface, je vous la relis. Le 24 février 22, je n'ai presque rien écrit. Réveillé par le fracas des missiles russes qui s'abattaient sur Kiev, je suis resté près d'une heure planté devant la fenêtre de mon appartement à contempler les rues désertes, conscient que la guerre avait commencé, mais incapable d'accepter cette nouvelle réalité. Nous sommes 2 ans plus tard. Est-ce que vous acceptez cette réalité? Oui, j'ai accepté la réalité. En fait, ma réalité personnelle a changé 100%. J'étais déplacé, j'étais réfugié. J'ai retourné à Kiev quelques fois. Je suis à Kiev maintenant. Je continue à voyager, mais je me sens comme un nomade, comme quelqu'un qui peut perdre sa maison chaque moment à cause de la guerre. Donc, on s'habitue à cet état de guerre quand même. Oui, comme la majorité des Ukrainiens aussi. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus pire pour les gens qui ont perdu les maisons, les appartements, ses amis, ses frères, ses sœurs. Vous dites que vous êtes incapable d'écrire une ligne de roman. Là. Vous n'écrivez plus de la fiction, vous continuez à écrire des longs papiers pour la presse internationale sur ce qui se passe dans votre pays. Pourquoi? J'écris comment sur la guerre parce que la guerre, c'est ma vie maintenant. et en fait, je me forçais quelquefois à recommencer le roman parce que j'ai interrompu le roman le 24 février. J'avais 70 pages déjà écrites du 3e roman sur Samson, la continuation, la suite de Cœur de Kiev. Mais je ne pouvais pas. J'ai réussi à écrire 30 pages l'été dernier dans le village parce que c'était tranquille, c'était joli, il y avait du soleil. Je pouvais me détacher des réalités, mais après, ça ne marchait plus. Et je pense toujours de la guerre, je regarde les nouvelles, le journal, je regarde chaque 30-40 minutes qu'est-ce qu'il passe sur la ligne de front. Justement, les nouvelles ne sont pas très bonnes sur la ligne de front. Non. Est-ce que vous vous résignez à dire l'Ukraine devra être amputée d'une partie de son territoire, on n'y arrivera pas de repousser les Russes? Non, c'est un thème tabou pour les Ukrainiens. Je ne peux pas penser de ça parce que on comprend très bien si on donne territoire occupé à la Russie va revenir pour prendre plus. C'est la question d'existence d'Ukraine. Comme ça, il faut combattre jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. S'il n'y a pas de victoire, l'Ukraine ne restera pas un pays indépendant. On va avoir une vingtaine de millions d'Ukrainiens qui devront les réfugier en Europe. Ça sera un des drames le plus grave dans l'histoire contemporaine d'Europe et du monde. Donc, il n'y a pas d'entre-deux, vous dites. Il n'y a pas de paix possible avec ce régime-là, Poutine. C'est soit que vous arrivez à remporter cette bataille avec les Alliés, ou soit que vous disparaissez. Oui, soit c'est Poutine, soit c'est l'Ukraine. Et il faut comprendre, c'est seulement après la mort de Poutine, on peut penser des négociations avec la Russie et avoir l'espoir qu'il y aura un autre régime, une autre génération de Russes qui seront différentes, qui seront plus civilisées, qui accepteront les règles internationales, les lois internationales. Vous êtes né à Saint-Pétersbourg. Comment vous expliquez que ce régime-là se maintient aussi fort que ça? Oui, pendant 20 ans, les Russes ont fait accepter qu'il y a moins et moins de liberté. Parce que Poutine a fait la promesse de prospérité. Il
il a réussi en fait à changer la mentalité des Russes, mais cette mentalité n'est pas vraiment très différente des gens soviétiques. Et il faut comprendre que pour les Ukrainiens, la liberté est plus importante que la stabilité. Pour les Russes, la stabilité est toujours plus importante que la liberté. Et à cause de ça, c'était facile pour Poutine introduire la propagande du taille immense et endoctriner les Russes avec haine contre toutes les valeurs démocratiques, contre les Ukrainiens, contre les États-Unis. Et en fait, on doit accepter que la situation comme ça peut se répéter dans les autres pays, si on ne contrôle pas vraiment l'ordre international. Parlant de choc des valeurs démocratiques contre une dictature, comment se porte la presse? Vous écrivez pour la presse internationale, vous lisez tout ce qui s'écrit à Kiev comme journaux, etc. Comment se portent les valeurs démocratiques en Ukraine? Oui, mais la démocratie, c'est le seul système qui va marcher ici. Parce que les Ukrainiens sont individualistes, ils sont très politisés, ils savent qu'ils peuvent influencer la situation dans leur pays. Et c'est à cause de ça qu'on a plus que 400 partis politiques enregistrés dans le ministère de la Justice en Ukraine. C'est un peu anarchique, mais plutôt c'est la preuve que les Ukrainiens se sentent responsables pour l'avenir du pays. Et ils ont choisi la direction d'Europe parce que c'est la seule direction qui garantit la liberté pour les Ukrainiens. Puis le grand frère n'accepte pas que le petit frère parte vers l'Europe, là. C'est ça, cette histoire. Bien sûr, bien sûr. C'est la question des mauvais exemples pour les Russes si l'Ukraine réussit de devenir le membre de l'Union européenne. Mais aussi les soldats russes qui sont venus dans la région de Kiev, ils étaient surpris par la richesse des Ukrainiens, par le style de vie, par la qualité de vie des Ukrainiens. C'est-à-dire que c'est les gens pauvres qui sont devenus les soldats, qui sont devenus les mercenaires de l'armée russe, qui sont venus pas seulement envahir le pays, mais aussi voler des richesses, voler des choses matérielles des Ukrainiens, et pour punir les Ukrainiens parce que les Ukrainiens ont la vie de qualité plus haut. Vous parlez de punition et de soldats. Il y a un prix à payer énorme pour la jeunesse ukrainienne actuellement. Bon, il y a des débats sur la mobilisation, tout ça, mais au-delà de ça, c'est souffrant de penser qu'en 2024, des jeunes doivent aller au front mourir. Oui, je connais pas mal de gens qui sont morts sur le front. Je connais aussi mes collègues et mes amis, comme Victor et Amel, qui étaient tués, les écrivains qui étaient tués par les missiles russes ou exécutés par les Russes, comme écrivain pour les enfants Volodymyr Vakulenko, près de la ville Izium, dans la région de Kharkiv. C'est-à-dire qu'il y a des pertes immenses dans la culture ukrainienne, il y a pertes immenses des vies des Ukrainiens. Et c'est une raison pour être triste, pour comprendre qu'il y aura aussi un problème démographique incroyable. Mais vous n'avez pas le choix, vous dites, que de continuer à se battre. Il n'y a pas de choix. Je le disais, vous êtes né à Saint-Pétersbourg, votre langue maternelle, c'est le russe. Il y a 300 ans d'histoire, puis vous en parlez beaucoup, mais il y a 300 ans d'histoire d'enchevêtrement, culture russe, culture ukrainienne, il y a des grands auteurs russes. Est-ce que ça, et c'est un pays bilingue, il y a des russophones beaucoup en Ukraine. Est-ce que c'est fini, cet emmaillement-là entre le russe et l'ukrainien? Comment vous voyez les prochaines années, prochains mois? Pour la Russie, il n'y a pas beaucoup d'avenir en Ukraine, bien sûr. Et il faut comprendre que la majorité des habitants de Mariupol, de Artirka, de Donbass, du sud d'Ukraine, qui étaient tués par l'armée russe, c'était les russophones. C'est-à-dire qu'il y aura moins russophones à cause de la guerre parce qu'ils sont morts.
il y aura moins parce que beaucoup des russophones sont devenus les réfugiés à l'étranger. Et beaucoup de gens ont décidé de changer la langue comme le symbole des protestes. Et vous, est-ce que vous allez continuer à écrire russe? C'est quoi votre rapport à la langue russe? Oui, c'est ma langue maternelle. J'écris aussi en anglais et en ukrainien, mais la fiction, j'écris qu'en russe. Je vais continuer. Quand je peux écrire la fiction, je vais continuer à écrire en russe, mais j'accepte que mes livres en russe ne seront pas publiés. Aujourd'hui, les librairies en Ukraine ne veulent pas vendre livres en russe. Et un jour, peut-être, il y aura réconciliation, mais on sera vieux. Oui, bien sûr. 30, 40 ans après la fin de la guerre, on peut attendre quand il y aura des nouvelles générations des Russes et des Ukrainiens. Comme aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis en Allemagne. Mais quand j'avais 11 ans, je ne voulais pas apprendre allemand parce que les Allemands ont tué mon grand-père. Voilà. Oui. Donc, les pires atrocités peuvent parfois se réparer dans le temps. Andrei Kourkov, est-ce que vous trouvez, en terminant, que les alliés, les amis de l'Ukraine, les Américains sont pris dans l'aide pour l'Ukraine, les Européens, les Canadiens, est-ce qu'on en fait assez? C'est jamais assez, mais bien sûr, cette pause dans les aides américaines, c'est très grave pour l'armée ukrainienne et c'est à cause de ça l'armée ukrainienne devait se retraiter de Avdiivka. Et j'ai peur d'attendre plus de nouvelles comme ça dans les prochains jours jusqu'à les aides militaires viennent encore une fois en Ukraine. Il y a maintenant aussi problème à cause de Pologne parce que les paysans polonais, les fermiers, bloquent la frontière et aussi il y a des camions avec des aides militaires qui ne peuvent pas traverser en Ukraine. Et c'est notre partenaire aussi, les Polonais, qui ont nous aidé beaucoup avec des réfugiés, avec, aussi avec des aides militaires au début de la guerre. Andrei Kourkov, on souhaite qu'il y ait une fin à tout ça. Le rapport au temps doit changer pour vous, là. Après 2 ans, on se dit 3, 4... Non, je ne pense pas. Je ne peux pas comprendre comment sa guerre va finir. Mais aussi, je suis sûr que les Ukrainiens doivent aussi, s'ils ne sont pas les soldats, ils doivent continuer la vie presque normale. Parce que la vie normale dans cette situation, c'est aussi une résistance. C'est à cause de ça, les Ukrainiens sont dans les cafés, dans les musées. C'est impossible d'acheter les billets pour les théâtres à Kiev aujourd'hui. La vie, malgré tout. Parce que la vie est beaucoup plus précieuse aujourd'hui pendant la guerre que dans le temps normal. Andrei Kourkov continuera à écrire des analyses sur cette guerre, publiées dans les grands journaux du monde. Il continuera avec sa famille à jouir de chaque minute de liberté dans sa ville, Kiev, qu'il aime encore plus qu'avant. Vous ne vous voyez pas habiter ailleurs qu'à Kiev? Vous voyez, ces places, cette ville, c'est ma patrie, c'est ma vie ici. Si je suis détaché de Kiev, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Comme un arbre sans ses racines, là, vous tomberiez. Oui. Je reviens toujours à Kiev. Pour moi, revenir chez moi, c'est toujours une fête parce que je peux recharger, retrouver mon énergie aussi si je suis très fatigué après 60 jours de voyage ou 50 jours de voyage. Ça a été un plaisir de vous rencontrer chez vous. Merci. Merci à vous. À vous. Bonne suite. Merci.